Depuis 2015 et les attentats de janvier et novembre, la logique du soupçon est devenue la boussole de l'État français dans son rapport à l'islam de France. La politique préventive et répressive de l'État s'est infléchie au détriment des libertés individuelles et collectives, et des pratiques autoritaires se sont développées et étendues avec le concours direct ou indirect de certains acteurs associatifs, activistes et plus rarement quelques chercheurs. La France serait-elle donc passée d'une république démocratique à une république autoritaire? Les musulmans de France peuvent-ils encore jouir de leurs droits civiques et de leurs libertés religieuses au même titre que leurs compatriotes? Pour en discuter avec nous, nous avons le plaisir de recevoir Hawes Seniger. Bonjour Hawes, bienvenue sur Mizell TV. Bonjour Fouad, merci de m'accueillir. Alors, c'est justement le sujet de votre dernier livre qui s'appelle La République autoritaire, Islam de France et illusions républicaines, 2015-2022, aux éditions Le Bord de l'eau. Alors, avant de commencer cet entretien avec vous, Hawes Seniger, je vais vous présenter à nos auditeurs. Alors, vous êtes politiste, vous êtes maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Lyon, vous êtes chercheur au laboratoire Triangle rattaché au CNRS, vous êtes spécialiste de l'islamisme marocain et des rapports entre islam et politique en France. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont en 2020, Les néo-frères musulmans et le nouvel esprit capitaliste, entre rigorisme moral, crypto-capitalisme et anticapitalisme, donc chez le même éditeur, Le Bord de l'eau. Et donc, de ce livre, La République autoritaire, Islam de France et illusions républicaines, qui va être l'objet de notre entretien. Alors, dans ce livre, vous dressez un constat de l'évolution et du durcissement de la politique de l'État français vis-à-vis de l'islam depuis les attentats de 2015. Alors, donc vous évoquez vous dites notamment que vous évoquez le déploiement d'un arsenal sécuritaire dont la cible de la répression se concentre aujourd'hui plus qu'hier sur des groupes minoritaires qui sont perçus comme déviants. Voilà, donc on aura l'occasion de revenir sur ce point. Vous dites également que l'État, ses représentants et ses relais ne visent plus exclusivement les fomenteurs et les auteurs d'actes de terrorisme. Donc, une logique du soupçon s'est installée. Alors, ma première question, Hawes Seniger, va concerner justement ce concept de république autoritaire qui est le titre de votre ouvrage. Qu'est-ce que cela désigne précisément? Est-ce que, par exemple, il faut distinguer république et État? Et à partir de quand peut-on parler d'autoritarisme républicain? Deux mots qui semblent presque contradictoires. Merci Fouad Bahri d'abord pour cette lecture attentive et ensuite pour les questions précises que vous posez. Je vais essayer d'y répondre de manière synthétique. Il est impossible dans le cadre limité qu'est le nôtre d'y répondre trop dans les détails, si je puis dire. D'abord, le titre est une provocation. Et c'est par la provocation qu'on arrive à ouvrir des chemins de pensée et de pensée contradictoires. Et l'objectif de ce livre, s'il en est un, c'est d'ouvrir un débat contradictoire. Je n'ai pas la prétention d'embrasser toutes les facettes de la question et certainement pas la prétention également de donner un avis définitif sur le constat que je dresse. République autoritaire, par autoritarisme, il faut comprendre, si l'on devait citer une référence dans cet entretien, Juan Linz. Cette référence à Juan Linz, qui est un politiste d'origine hispanique, qui est américain, et qui définit essentiellement en analysant les régimes autoritaires d'Amérique du Sud, il faut entendre l'autoritarisme d'abord et avant tout comme le pluralisme limité. Et l'on peut, si l'on examine la situation politique et sociale française entre 2015 et 2022, parler à bon droit d'autoritarisme. Cet autoritarisme n'est pas systémique, il n'est pas systématique. Il s'impose dans des contextes donnés. Et vous avez bien fait d'ailleurs de rappeler le sous-titre de l'ouvrage qui est fondamental. 2015-2022, c'est pour parler d'une période précise, pour ne pas donner le sentiment que j'en voudrais en soi et pour soi à la République. Et dans la question que vous posez par ailleurs, vous me demandez une précision sur la distinction entre la République et l'État. Je dirais que la République est une forme de régime. Il y a des monarchies, il y a des républiques. L'État, c'est une organisation de la cité. Et je dis d'ailleurs, et j'affirme même dès les premières lignes de l'ouvrage, que ce n'est pas un réquisitoire contre l'organisation étatique en tant que telle ou contre la République en tant que telle.
mais plutôt une analyse critique du pouvoir politique, c'est-à-dire que à un moment donné, ceux qui sont censés représenter l'État donnent dans des discours, des formes discursives ou dans des pratiques autoritaires, ça les engage au titre de leur magistère, si je puis dire, mais ce n'est pas l'État en tant que tel, et que par ailleurs, ce n'est pas la République que je critique en tant que telle ou structurellement, mais plutôt le référentiel républicain. C'est-à-dire comment est-ce que ce référentiel républicain est-il mobilisé et par qui? Et je remarque, et je ne suis pas le seul à le remarquer, que ce référentiel républicain, moins il prend dans la réalité, quand je parle de référentiel républicain, je parle de liberté, égalité, fraternité. Il y a deux ornières. D'abord, on oublie que la liberté prime les deux autres, égalité, fraternité. On a presque oublié qu'en République, la liberté prime et prééminente. Et deuxième élément, c'est que ceux qui se revendiquent de la République, ou qui mobilisent ce référentiel, ne voient pas, ou feignent de ne pas voir, l'écart abyssal qui existe entre la proclamation de l'attachement à ce référentiel républicain, ou à cette République, et la réalité telle qu'elle se déploie sous nos yeux. Et force est d'admettre que les pratiques politiques ou les discours sur l'islam ou autour de l'islam ont donné lieu à des embardées, si je puis dire, lyriques, qui m'ont interrogé à double titre, en tant que chercheur, mais aussi en tant que citoyen. Donc finalement, tout est déjà dit dans le titre de votre livre, puisque il est question de république autoritaire, et un peu plus bas, il est question d'illusion républicaine. Donc il y a la République dans les deux aspects du sujet, donc dans l'aspect autoritaire et dans l'aspect de l'illusion. Voilà, on peut peut-être faire un lien là-dessus. Oui, Allez-y. Merci Fouad de me relancer sur l'illusion républicaine, et je m'appuie sur Freud, Sigmund Freud, le psychanalyste. Pourquoi est-ce que je me suis appuyé sur Freud quand il parle de l'illusion? C'est que l'illusion qui est cultivée par des acteurs n'est pas forcément consciente. C'est-à-dire il faut le dire, hein, il ne faut pas qu'il y ait de confusion sur ce sous-titre. Il faut dire que certains républicains ou certains de ceux qui sont attachés à la République croient bien faire. Mais ils s'illusionnent sur ce hiatus qui existe, je le disais, entre les principes qui sont généreux du point de vue idéal, du point de vue principiel, mais qui ne prennent pas dans la réalité. Et Freud le dit au sujet de l'illusion. Cette illusion, parfois, peut donner lieu n'est pas forcément le discours ou la représentation n'est pas forcément en contradiction avec la réalité. Bien sûr que parfois la République prend dans la réalité, et fort heureusement, la mobilité sociale, la reconnaissance des mérites des uns et des autres, quelles que soient les origines, la religion, mais que malgré tout, il y a une illusion persistante au sujet du fait musulman et des musulmans, qui crient parfois leur désarroi ou qui protestent contre la situation qui leur est faite dans des situations données, et qui sont renvoyés à un victimisme présupposé. Et j'ai de plus en plus de mal avec cette accusation de victimisation. La victimisation consisterait simplement à constater une situation défavorable, critiquable, et qui n'irait pas au-delà de cette situation critiquable. Celui qui prend le temps d'interroger les insuffisances ou les illusions de ce référentiel républicain ne se contente pas simplement de le relever. Il cherche à en dévoiler les mécanismes et à les transcender, c'est-à-dire tenter de résoudre positivement cet écart qu'on peut illustrer, qu'on illustrera, j'espère, dans cette conversation, au travers de multiples exemples, ne serait-ce qu'en s'arrêtant sur cette période délimitée 2015-2022. Alors d'ailleurs, cette question de l'illusion, elle soulèverait le fait que ces élites n'en soient pas forcément conscientes, poserait un problème de discernement, soulèverait la question du discernement de ces élites, mais bon, ça ce serait un autre sujet. Alors je vais revenir un petit peu sur le contexte, hein, vous rappeliez la séquence 2015-2022. Donc vous dites que ce durcissement sécuritaire de la République ou de l'État républicain remonte à 2015, donc une année lourde, on s'en souvient, avec les attentats de Charlie Hebdo, l'attaque à l'épicerie cachère, et quelques mois plus tard, une série d'attentats qui ont visé le Bataclan, le stade de Saint-Denis et des terrasses parisiennes également. Donc l'état d'urgence se met en place à ce moment-là, avec une évolution négative sur le plan sécuritaire qui ne va plus se démentir par la suite. Alors malgré ce contexte, qui est effectivement un contexte très lourd, pourquoi 2015 ? Pourquoi cette inflexion, cette nette inflexion sécuritaire qui a commencé avec l'état d'urgence et qui s'est poursuivie aujourd'hui
sous une autre forme législative avec la loi contre le séparatisme, on en discutera plus tard. Pourquoi cette année 2015 quand on sait que la France avait déjà subi des attentats en 1995 par exemple dans le le RER B pardon, à Saint-Michel, et de manière générale plusieurs tentatives d'attentats en France. Donc comment expliquer ce changement de paradigme sécuritaire d'une part, et d'autre part, comment comprendre qu'il s'étend à présent, donc vous le disiez aujourd'hui, enfin on le rappelait précédemment, que cette inflexion sécuritaire ne concerne plus seulement les acteurs extrémistes ou qui seraient tentés de passer à une forme de violence, mais qu'il s'étend à présent potentiellement à tous les corps associatifs, religieux, les lieux de culte, les associations, voilà. Donc voilà. Pourquoi ça n'a commencé qu'en 2015 alors que la question des attentats avait déjà eu lieu dans le passé? C'est une très bonne question, et d'ailleurs dans votre question générale, il y a des sous-questions, des questions adjacentes ou corollaires. Et je vais essayer d'y répondre méthodiquement, mais si je n'avais pas répondu à l'une de vos questions, n'hésitez pas à me relancer à cet égard. Je précise que dès 2016, j'ai parlé de soupçons. C'était une tribune que j'avais signée dans Le Monde. On m'avait sollicité, Le Monde m'avait sollicité, j'avais signé une tribune, et dès l'introduction, c'est-à-dire dès l'exergue, j'avais souligné le fait que l'État devait faire attention à ne pas tomber dans une logique de soupçon. C'est-à-dire qu'en fait, on créerait de nouvelles classes dangereuses. En d'autres termes, les classes dangereuses seraient les musulmans paupérisés ou qui vivraient dans des quartiers de relégation sociale et qui, au nom d'un certain islam idéalisé, fantasmé ou fantasmatique, passeraient à l'acte violent. Et qu'il ne fallait pas que l'État tombe dans cet écueil qui consisterait à ne voir la lumière que du côté des élites musulmanes, avec une forme de condescendance par rapport à ces populations musulmanes, de confession musulmane, qui n'ont pas forcément eu accès à l'ascenseur social, culturel, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui traduit une forme de cohérence de pensée, puisque un auteur ou un chercheur, un observateur cherche à rester cohérent et à nourrir sa réflexion. Ça, c'est la première remarque que je ferai. La logique de soupçon s'est développée. Pourquoi elle s'est développée? Pourquoi est-ce que je dis qu'il y a eu une extension des domaines du soupçon? C'est qu'on peut estimer, mais je le dis avec prudence, parce que je n'ai pas suffisamment étudié la période précédente. Vous avez parlé des attentats dans le métro parisien. Il y avait un contexte politique particulier, les GIA, groupe islamique armé en Algérie. Plus tôt dans l'histoire, fin des années 80, l'émergence du Front islamique du salut, la montée en puissance du Front islamique du salut, l'interruption du processus électoral en décembre 91, et puis cette violence qui s'est développée en rappelant qu'il y a une diaspora algérienne en France et que par ailleurs, l'Algérie, depuis Lyon, je cite ma ville de laquelle je suis le plus proche, est à peine à 1h10, 1h15, 1h20 de Constantine, vous voyez, à 1h30 de l'Algérie. Donc il y avait ce contexte particulier, et surtout l'attention publique était portée sur des acteurs politiques bien identifiés, qui pouvaient éventuellement passer à l'acte, au nom d'une rancœur ou d'un déficit de reconnaissance de l'histoire, des traumatismes de la guerre coloniale, etc. 2015, la logique de soupçon s'est étendue parce qu'on a commencé de plus en plus à viser, quand je dis on, c'est l'État ou les acteurs étatiques, non plus simplement ceux qui ont un discours religieux violent, donc qui sont dans des formes de mobilisation politique au nom d'un référentiel musulman, de type radical, mais des musulmans qui apparaissent ou qui apparaîtraient trop rigoristes, trop conservateurs, salafistes, pour ne pas les nommer, en oubliant qu'il y a des catégories de salafistes, mais on y reviendra peut-être, en estimant, et ça c'est une erreur d'analyse monumentale qui a conduit à des catastrophes, à des formes de catastrophes de violence symbolique, c'est de présupposer que le salafisme, même s'il est quiétiste, est le sas devant conduire quasi mécaniquement à la violence totale. Et dès lors que cette mécanique s'est enclenchée, elle s'est enclenchée en 2015-2016. C'est prouvé ça? Pardon de vous interrompre, c'est prouvé que est-ce que ça a été prouvé par les spécialistes, les chercheurs qui travaillent réellement sur le terrain et pas seulement sur la production livresque, parce qu'il peut y avoir un décalage et les acteurs peuvent évoluer au fil du temps, comme vous le rappeliez au cours d'un échange. Finalement, est-ce que c'est prouvé que le salafisme est un sas de passage d'un rigorisme musulman à une action terroriste ou une action violente? Si l'on se fie aux études les plus sérieuses, la réponse est non. La réponse est non, catégoriquement non. Je vais donner quelques exemples d'auteurs qui ont travaillé sur cette question pour que les auditeurs et les téléspectateurs, si on peut dire,
puisse consulter de plus près ces études. Je citerai Eliamin Setoul, qui vient de sortir d'ailleurs un ouvrage sur le djihadisme, et qui documente le fait qu'il n'y a pas d'automaticité du passage à l'acte parce qu'on serait salafiste ou néo-salafiste ou salafi. Il y a Éric Marlière qui a beaucoup travaillé sur les quartiers populaires et qui a écrit un ouvrage synthétique très intéressant sur la radicalisation, la fabrique sociale de la radicalisation, et deux auteurs qui récemment ont publié une longue étude dans la Revue française de sciences politiques, Xavier Crétier et Romain Seize, qui démontrent bien qu'il n'y a pas de lien mécanique entre, je dirais, une appartenance religieuse mythifiée ou rigoriste ou conservatrice, et je précise, je n'y adjoins pas ou je ne donne pas de connotation négative. Oui. En principe, dans une république démocratique et pluraliste, chacun peut être ce qu'il veut, dès lors qu'il n'impose pas à l'autre sa vision du monde, pour être très simple là-dessus. Mais il n'y a pas d'automaticité. Je vais donner un exemple au titre de mes travaux. Oui. Dès 2016, j'ai signé un article qui est disponible sur Kern, que j'avais intitulé « Les sinuosités de la radicalisation ». Pourquoi les sinuosités de la radicalisation? En fait, j'ai rappelé brièvement, dans une image que je dois à Wittgenstein, que pour moi, la radicalisation, c'était comme une échelle. Je me suis servi de cette échelle pour monter au sommet du toit, et une fois arrivé au sommet du toit, je m'en suis débarrassé. C'est-à-dire, pour moi, la radicalisation, c'est une propédeutique en quelque sorte. C'est quelque chose qui permet de penser autre chose. Par exemple, les violences symboliques au nom de l'islam, les violences physiques, etc. Mais que la radicalisation posait un problème parce qu'on ne savait pas ce qu'on y mettait derrière. Alors justement, quelle est la définition de la radicalisation? D'abord, si on devait donner une définition minimale ou minimaliste, c'est un processus. Hein, je dirais le suffixe indique un processus. En principe, c'est processuel la radicalisation. C'est un parcours qui doit mener, si l'on suit un raisonnement cohérent, qui devrait mener à une sécession, voire à la violence. Or, nous ne savons qu'il y a eu radicalisation qu'à posteriori. On ne peut pas le dire avant. Or, dans le raisonnement étatique, notamment sur la plateforme Stop Djihadisme, que j'ai analysé de façon critique dans cet article de 2016, il y avait des signaux devant alerter sur une forme de radicalisation, devant conduire ipso facto ou quasi inéluctablement au passage à l'acte violent. Donc la radicalisation, c'est ce qui mène à la violence? Dans le logiciel, dans un certain logiciel étatique, je dis bien un certain logiciel étatique, c'était ce qui était postulé et qui a été alimenté aussi par certaines recherches qui ne sont pas forcément bâties sur de l'empirie et qui consistaient à dire le salafisme en tant que tel, parce qu'il y a une rupture avec les valeurs communes de société, alors ça doit mener ou ça peut mener façon mécanique au passage à l'acte violent. Et je ne suis pas le seul à avoir alerté contre cette lecture qui est une lecture mécaniste, on pourrait dire, mécaniste, parce qu'elle conduit les acteurs étatiques ou les forces de police à perquisitionner des musulmans, notamment, pas seulement, mais des musulmans essentiellement, sur des critères flottants. Et je le rappelle dans l'ouvrage d'ailleurs, comme l'État n'a pas de critères stabilisés pour établir le portrait type de celui qui est sur le point de passer à l'acte violent, je vais utiliser une formule facile, mais qui rendra compte de ce que je pense. C'est en quelque sorte, et je le dis avec provocation une nouvelle fois, perquisitionnez-les tous, la République reconnaîtra les siens. D'accord. C'est un peu, si vous voulez, le risque. C'est une logique de guerre préventive. C'est une logique de guerre préventive. D'une certaine manière, oui. Et le drame dans cette affaire, c'est pour ça que je dis qu'au fond, l'islam et les musulmans ne sont qu'un révélateur de cela, c'est que ça a affecté, y compris des acteurs sociaux profanes qui n'ont rien à voir avec l'islam, mais qui sont contestataires d'un certain ordre politique. Justement, concernant ces signes de la radicalisation, on se souvient que sous Christophe Castaner, il y avait eu une liste, enfin une signalétique qui proposait des signes de ce qui était pouvant identifier un potentiel radicalisé. Alors de mémoire, on évoquait le port de la barbe, la pratique même du jeûne et d'autres signes. Hein. Tous les signes n'étaient pas équivalents d'ailleurs. Mais finalement, la question que posait cette signalétique, qui pouvait apparaître comme assez violente pour certains musulmans pratiquants, c'était de se dire la religiosité, en tout cas pour certains de ces signes, je ne dis pas tous les signes, hein, certains signes évoquaient une rupture sociale,
Donc ces signes finalement aboutissaient à criminaliser une forme de religiosité. Donc finalement, est-ce que la radicalisation aujourd'hui n'est pas devenue synonyme de religiosité islamique? Force est d'admettre que d'une certaine manière, oui, il y a une forme de synonymie. Je dirais peut-être pour prolonger ma réflexion et répondre à votre question, la radicalisation telle que j'avais tenté de la définir dans cet article de 2016, c'est au fond la rencontre de trois paramètres. La trajectoire d'un individu, moi je pense qu'il faut individualiser les cas, ne pas faire de montée en généralité abusive, même si on peut construire des typologies. C'est une trajectoire, c'est un contexte et c'est une idéologie. Et quand vous avez les trois ingrédients réunis, en quelque sorte, il y a une forme de radicalité. Et moi, je préférerais parler de radicalité religieuse. Et cette radicalité ne se traduit pas dans les faits, toujours par des passages à l'acte violent. Je vais faire l'hypothèse suivante, pour répondre tout à fait à votre question, et c'est une hypothèse contre-intuitive qu'on a développée avec mon collègue sociologue Éric Marlière dans un article publié dans la revue du MOS, en ligne, qui est disponible. On peut être radical, on peut être salafi, quelle que soit la dénomination qu'on peut attribuer, et être contre la violence terroriste. Mais vous remarquerez, Fouad Bahri, que très souvent dans les études grand public qui ont été publiées sur le sujet, comme ce cas était gênant, je pense notamment aux ouvrages de Keppel ou de Rougier, on ne parle pas, parce que c'est contre-intuitif, de ces radicaux de l'islam, donc au sens non péjoratif du terme, qui dénoncent sans ménagement aucun la violence terroriste. Un certain nombre de salafis parlent de chiens de l'enfer au sujet des fauteurs de troubles, des auteurs d'attentats. Et l'État, je crois, a manqué, quand je dis l'État, encore une fois, j'essentialise parce qu'il y a des acteurs étatiques qui sont très sensibles, qui sont nuancés dans l'approche, a manqué quelque chose en ce sens qu'on a eu tendance à mettre dans le même package des acteurs qui pouvaient être virulemment opposés à, si vous voulez, à la violence terroriste. Et cette radicalisation telle que définie, telle qu'entendue maintenant, avec cette synonymie entre radicalité finalement et religiosité exacerbée ou apparemment exacerbée, est liée aussi au fait étroit que c'est une république des valeurs qui est mise en avant et non plus une république des principes. Et moi je fais une distinction, et je l'ai rappelé d'ailleurs dans la presse récemment, entre ce qui relève des principes et ce qui relève des valeurs. Ce qui relève des valeurs concerne la vie individuelle des gens, les styles de vie, leur vision du monde, leurs options existentielles. On peut être trouvé détestable un radical, quelle que soit la religion considérée, tout en le laissant libre d'être ce qu'il est. Au fond, c'est cela. L'État ne fait plus la distinction entre un radical qui a une vision du monde qu'on peut trouver insupportable, si on devait émettre un jugement de valeur, mais l'État, lui, juge des actes extérieurs. Et on a perdu cette distinction. Je crois qu'on l'a perdue. Je crois qu'un certain nombre d'acteurs étatiques ou du personnel politique a perdu cette distinction fondamentale entre l'ordre des valeurs et l'ordre des principes. Alors c'est quoi par exemple une valeur dans ce contexte, une ou deux, un exemple de valeur et un exemple de principe, peut-être pour qu'on comprenne concrètement quelle est cette distinction. Donnons l'exemple très, très, très précis de la laïcité. C'est un sujet qui devrait faire consensus mais qui ne cesse de susciter des clivages et des usages contradictoires. La laïcité, si on la considère comme valeur, on se condamne en quelque sorte à faire la guerre aux religions, puisque les religions, ou ceux qui sont porteurs d'une vision religieuse, ont une certaine idée de l'ordre profane, une certaine idée de l'ordre supraterrestre. Ils respectent, ces individus respectent, empreints de religiosité, peuvent respecter la laïcité, mais ne pas la considérer comme valeur, parce qu'ils estiment que dans leur fort intérieur, il ne peut pas y avoir de séparation entre le politique et le religieux. Voilà typiquement un exemple concret. Sauf que depuis, je dirais, la fin des années 80, et ça s'est accéléré, il y a eu ce que le sociologue Philippe Portier ou le politiste Philippe Portier appelle la substantialisation de la laïcité. La laïcité est moins un principe aujourd'hui qu'une valeur. Certains parlent d'axiologisation de la laïcité, de laïcité narrative, de laïcité discursive. On ne se fie plus simplement au texte juridique, on accole à la laïcité une vocation à, finalement, à émanciper les individus. Et je ne crois pas, et c'est ma position, et j'essaie de l'argumenter dans cet ouvrage, que l'État a pour vocation d'émanciper les individus. Il peut créer les conditions de l'émancipation, l'école, l'instruction publique. Vous remarquerez que je cite Condorcet, d'ailleurs. Mais l'État,
sa fonction ou sa vocation est de rappeler la neutralité des fonctionnaires, de rappeler les règles qui s'appliquent à l'école depuis le 15 mars 2004, mais à ne pas ériger, du moins je le pense, la laïcité en valeur. Vous voyez, donc il y a une distinction entre le principe et la valeur. Parce que la valeur, c'est ce qui motive l'action d'un individu. C'est ça la valeur. La valeur, c'est ce qui mobilise un individu, ce qui fait qu'il adhère, même extérieurement, à une loi, à une règle commune. Et donc on peut opter pour une loi ou obéir à une loi sans y adhérer en valeur. Okay, ce que Max Weber appelle la rationalité en valeur et la rationalité en finalité. On peut peut-être même parler, vous parliez de substantialisation de la laïcité, mais certains vont plus loin et parlent de processus de religion, c'est-à-dire on parle aujourd'hui de religion laïque. D'ailleurs, ce qui n'est pas tout à fait, ce qui n'est pas dénué de pertinence, puisqu'on pense à l'une des références de la Révolution française dans le contrat social, c'est Rousseau, qui parlait de la nécessité de créer une religion civile, finalement, pour la société républicaine. Donc Robespierre reprendra cette idée avec le culte de l'être suprême. On a l'impression qu'aujourd'hui la laïcité est devenue une espèce de religion laïque et donc de religion civile qui s'imposerait à toute la société. Et qui vise à finalement à s'implanter dans les esprits. D'ailleurs, un des ministres de l'Éducation nationale sous un gouvernement socialiste, Vincent Peillon, merci, qui est philosophe, avait écrit un ouvrage là-dessus et avait expliqué que finalement la Révolution française avait triomphé dans l'ordre social, mais avait échoué dans les esprits. Et que le catholicisme finalement restait la référence spirituelle et qu'il fallait conquérir les esprits et donc finalement il y avait la nécessité de développer un discours de cette nature-là. Aujourd'hui on le voit on a vu Papendai parler de signes religieux par destination. Donc ça va très loin, c'est-à-dire on est en train de sonder les esprits des jeunes pour essayer de savoir. Et donc il y a une espèce de laïcité qui devient une religion laïque et ça pose un vrai problème parce que finalement la laïcité étant censée être un principe qui régit la coexistence et la liberté de conscience, c'est-à-dire en fait de garantir que l'État n'aura pas une religion, n'aura pas une confession ou n'aura pas une option philosophique bien déterminée qui exclurait d'autres options. Finalement, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans une véritable crise systémique de la laïcité à ce niveau-là? Merci pour l'ensemble de ces observations et de ces questions. Une précision, la laïcité peut être une valeur, c'est une option, mais ce n'est pas obligatoirement une valeur. C'est également indispensable de le dire, de le souligner. La laïcité peut être conçu comme une valeur, c'est avant tout un principe, mais ça peut être une valeur éventuellement. Je le dis aussi pour lever d'éventuelles ambiguïtés. Vous rappelez plusieurs choses. Cette idée de construire une forme de religion civile pouvait être envisageable, peut-être, je le dis peut-être, sous la Troisième République. Mais la France aujourd'hui n'est pas au milieu de nulle part, avec la mondialisation, l'érosion des frontières, le polythéisme des valeurs des citoyens qui composent la France. Et qu'a très bien vu Rawls quand il fait sa théorie de la justice. Et il le dit, attention, alors c'est un libéral Rawls. Moi je conserve l'idée de libéralisme politique et culturel. C'est quand un État adopte une position perfectionniste, il court le risque de rogner sur la liberté des individus de se définir comme ils le souhaitent. C'est ça le danger. Et aujourd'hui plus qu'hier, puisque par définition, la France est plurielle. Qu'on le veuille ou non, c'est un fait. Quand on parle de multiculturalisme, c'est de l'ordre factuel. C'est pas de droit, mais c'est de fait. C'est un ordre multiculturel. Et l'État, bon gré mal gré, doit en tenir compte, en rendant compatibles les libertés individuelles. Ça, c'est un premier trait que je soulignerai. Deuxième trait que je soulignerai, et qui est important, c'est que l'on confond de nouveau cet idéal d'émancipation qu'on peut souhaiter. Pourquoi pas l'instruction publique, donner des moyens d'émancipation aux individus, de penser par eux-mêmes, par-delà eux-mêmes et contre eux-mêmes, penser par soi-même, contre soi-même et par-delà soi-même. C'est très bien, c'est quelque chose de tout à fait positif. Mais dans la vie de tous les jours, dans la vie ordinaire, les citoyens peuvent se définir ou s'autodéfinir comme ils le souhaitent.
Et on se trompe de nouveau de laïcité. On confond laïcité comme principe et laïcité positiviste, dans un sens positiviste. Ce qui donne lieu à la laïcité disciplinaire. J'appelle cela la laïcité disciplinaire dans l'ouvrage La République autoritaire. C'est quoi le positivisme? Si l'on se réfère simplement à l'un des pères du positivisme, Auguste Comte, c'est amener l'individu à s'arracher définitivement des attaches religieuses. Je rappelle la loi des 3 états chez Auguste Comte. Dans votre enfance, vous êtes dans un état théologique, dit-il, à votre adolescence, dans un état métaphysique, et à l'âge adulte, un état positif ou positiviste. C'est-à-dire qu'à l'âge adulte, à l'âge de l'émancipation accomplie, vous allez vous arracher automatiquement, instinctivement, par la raison, des attaches religieuses. Et il y a de cela dans certaines conceptions de la laïcité aujourd'hui. Il y a des conceptions conflictuelle de la laïcité. Ce qui montre bien que c'est une loi qui est intervenue dans un contexte particulier et qu'elle n'est pas hors sol, cette loi. Elle est investie de manière contradictoire. Parce que quand on écoute certains, on a l'impression que la laïcité, c'est presque une loi divine. La loi divine, c'est ce qu'on pourrait... Et encore, on pourrait qui est sorti de l'histoire. En fait, on est sorti de l'histoire. C'est ça, exactement. On est dans un processus religieux, parce que finalement, ça devient un principe même atemporel. Exactement. Et je paraphraserai Raleb Benchir qui a utilisé cette expression. Je ne sais pas si elle est de lui ou s'il l'a empruntée à quelqu'un d'autre. La laïcité est presque devenue la religion de ceux qui n'ont pas de religion. Une religion sans transcendance, quoi. Exactement.